J'essaie toujours de trouver des explications rationnelles, mais je dois admettre que je commence à croire aux fées depuis ce jour de Noël. C'est Noël, et cette période de l'année me pousse toujours à réfléchir et à revisiter des souvenirs enfouis. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une histoire que je garde en moi depuis 24 ans. Je ne l'ai pratiquement jamais racontée, sauf quand j'étais enfant, et encore moins dans un espace public. Mais cette nuit, j'ai décidé de me libérer de ce poids et de laisser cette histoire sortir. Libre à vous de me croire ou non. Ce n'est pas pour vous convaincre que j'écris, mais pour trouver une sorte de paix intérieure. Je n'ai jamais su exactement comment expliquer cela, mais je sais une chose, je ne viens pas d'ici. Pas de cette maison, pas de cette ville, ni même de cette réalité où vous lisez ces mots. Tout a changé pour moi il y a 24 ans, et je n'ai jamais réussi à comprendre ce qui s'est passé. Pourtant, chaque Noël me ramène à ce jour où mon monde a disparu. Je vais vous raconter mon histoire, aussi honnêtement que possible. Je suis né à San Diego, dans un quartier modeste. Mes parents étaient divorcés mais restaient en bons termes. Mon père travaillait pour la ville, et ma mère, encore jeune et belle, faisait des séances photos à Los Angeles pour devenir mannequin. Ils partageaient ma garde équitablement, et bien qu'ils ne soient plus ensemble, nous passions souvent Noël tous les trois, avec mon père, sa compagne et ma mère. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il y avait des tensions entre eux, mais j'étais un enfant de 6 ans, alors peut-être que je ne voyais pas tout. En septembre 1996, je passais quelques jours chez mes grands-parents à Riverside, en Californie. Ils vivaient dans une petite ferme où ils élevaient des poules, des cochons et des chèvres. Mon grand-père m'avait prévenu qu'un serpent à sonnette avait été aperçu près de la ferme, et comme tout enfant curieux, je me suis mis en tête de partir à sa recherche. Je passais la journée à explorer les bois et à fouiller sous les souches d'arbres. C'était un jeu pour moi, une aventure. Vers la fin de la journée, j'ai trouvé le serpent. Il était là, enroulé dans la maison du puits, une petite structure qui ressemblait à une boîte électrique verte. Je l'ai refermée aussi vite que je l'avais ouverte et je me suis précipité pour prévenir mon grand-père. Mais en courant vers la maison, tout a basculé. Quand je suis entré par la porte arrière, je me suis dirigé vers le salon où je m'attendais à trouver mes grands-parents et mon oncle. Mais ce n'était plus leur maison. Les meubles, les murs, les tapis, tout était différent. Les vieux meubles en bois dur que mon grand-père adorait avaient disparu, remplacés par des canapés à fleurs et une moquette épaisse. Les photos de famille sur les murs avaient été remplacées par des tableaux de personnes inconnues. Même la disposition des pièces semblait légèrement différente. C'était terrifiant. Je suis sorti en courant, espérant les trouver dehors. Mais la ferme elle-même semblait avoir changé. Le poulailler et l'enclos des cochons avaient disparu, et tout me paraissait faux. Paniqué, je me suis précipité vers la maison des voisins, mais elle aussi était différente. La peinture était d'une autre couleur, et les gens qui y vivaient n'étaient pas les voisins que je connaissais. Une femme m'a ouvert la porte, et je me suis effondré en larmes, incapable d'expliquer ce qui se passait. Ce qui a suivi est flou dans ma mémoire. La police est intervenue, et ils ont essayé de comprendre qui j'étais et où je vivais. Mais rien ne correspondait. L'adresse que je leur ai donnée ne menait à rien de familier. Mon école n'existait pas sous le nom que je connaissais. Même mes empreintes digitales, prises à l'école en cas de disparition, ne leur ont permis de trouver aucune trace de moi. Pendant des jours, j'ai été interrogé par des policiers, des enquêteurs, des psychologues. Ils ont cherché mes parents, mes grands-parents, même mes voisins, mais personne ne semblait exister. J'ai fini par être placé dans une famille d'accueil, mais je refusais de croire que ma vie d'avant avait simplement disparu. J'attendais que mes parents viennent me chercher, mais ils ne sont jamais venus. Avec le temps, j'ai été adopté, mais je n'ai jamais cessé de me demander ce qui s'était passé ce jour-là. La maison, ma famille, mon école, mon monde, tout avait changé en un instant. Noël, pour moi, est un rappel constant de cette perte, mais c'est aussi une occasion de me souvenir de la vie que j'ai laissée derrière moi. Je garde toujours avec moi un souvenir de cette époque, un petit chien en peluche nommé Sparky, que quelqu'un m'a donné pendant cette période difficile. Il est usé, mais il est toujours là,
comme un lien fragile avec ce que j'ai perdu. Je ne sais pas si je trouverai un jour une explication. Peut-être que je n'en ai pas besoin. Mais ce Noël, j'avais besoin de partager cette histoire. Peut-être pour alléger un peu le poids que je porte, ou simplement pour laisser une trace de ce que j'ai vécu. Mes parents et moi vivions dans une petite maison vieille d'environ 90 ans, située dans une petite ville appelée Bluffton, au nord-est de l'Indiana. Cela se passait en 1996. Nous avons habité cette maison de mes 7 ans jusqu'à mes 19 ans. Dès le jour de notre emménagement, j'ai ressenti que je n'étais pas seul. La nuit, allongé dans mon lit, j'avais une intense sensation d'être observé. Un soir, vers Noël, une amie passait la nuit chez moi. Le chauffage venait de s'arrêter un court instant, et nous étions toutes les deux dans le salon à regarder la télévision. Soudain, la température a chuté de façon drastique. Tandis que je me levais pour augmenter le chauffage, le sapin de Noël s'est mis à trembler violemment. Les décorations tombaient dans tous les sens. Terrorisés, nous avons couru à l'étage pour nous réfugier dans ma chambre. Mon chat blanc s'est blotti contre nous tandis que la porte de ma chambre restait légèrement entr'ouverte. En regardant dans le couloir sombre, j'ai été pétrifié en voyant une grande silhouette blanche courir au loin. Je me suis tourné vers mon amie, qui m'a confirmé avoir vu la même chose. Elle n'est plus jamais revenue dormir chez moi. Les années ont passé, et tout est redevenu calme. Cependant, à l'adolescence, je suis tombé gravement malade d'une maladie chronique qui m'a conduite plusieurs fois à l'hôpital. Après avoir frôlé la mort à 2 reprises, des phénomènes étranges ont recommencé. Je ressentais à nouveau cette sensation oppressante d'être épié. À ce moment-là, j'ai décidé de l'ignorer, et ma maladie a fini par entrer en rémission. L'activité surnaturelle s'est arrêtée, comme si les 2 événements étaient liés. Mais à 18 ans, les choses ont pris une autre tournure. Après la mort de mon grand-père adoré, j'ai développé une fascination pour la mort et je me rendais souvent dans des cimetières. C'est là que les phénomènes ont recommencé, mais en bien plus troublants. Cela a commencé par des voix. Comme si une télévision était allumée quelque part dans la maison, des murmures s'élevaient du rez-de-chaussée, ou pire, de l'extérieur de ma chambre. Chaque fois, je vérifiais toutes les pièces, mais il n'y avait ni téléviseur ni radio allumée. Mes parents, dont la chambre jouxtait la mienne, dormaient profondément. Les voix devenaient de plus en plus fréquentes, me terrifiant chaque nuit. Puis les ombres ont fait leur apparition. Ces figures sombres variaient en taille mais avaient toujours une forme humaine, sauf une fois. Une nuit, en sortant de ma chambre avec mon chat dans les bras, celui-ci s'est mis à grogner furieusement, ce qu'il ne faisait jamais. Il était d'ordinaire extrêmement calme. Je me suis figé en voyant une ombre de la taille d'un grand chien filer rapidement dans le couloir. Nous n'avions plus de chien, ayant dû donner le nôtre lorsque j'étais tombé malade. Mon chat a continué à grogner jusqu'à ce que l'ombre disparaisse. Les autres fois, les figures étaient toujours humaines. Certaines étaient grandes, d'autres de la taille d'enfants, mais elles me terrifiaient au point que je doutais de ma santé mentale. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont emmené voir un psychiatre, qui n'a rien diagnostiqué d'anormal. Les ombres ont continué à apparaître jusqu'au dernier mois que nous avons passé dans cette maison. Avec le temps, une aura sombre semblait envelopper la maison, une lourdeur presque tangible. Parfois, je me sentais tellement frustré que je m'adressais directement à ceux qui étaient là. Une fois, après avoir éteint la lumière en quittant une pièce, je l'ai retrouvée allumée derrière moi. Exaspéré, j'ai dit à haute voix, « Arrête de jouer. Éteins la lumière, s'il te plaît. » À ma grande surprise, la lumière s'est éteinte devant mes yeux. Une autre fois, après avoir soigneusement éteint ma lampe avant de quitter la maison, mon père, à notre retour, m'a reproché de l'avoir laissée allumée. Je lui ai répondu, abasourdi, que je l'avais éteinte. Il n'a rien répondu. Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai entendu distinctement un bruit, comme si quelqu'un s'asseyait sur ma chaise de bureau. En me redressant, j'ai vu une empreinte visible au centre de la chaise, comme si quelqu'un y était assis. En août 2008, nous avons déménagé dans une nouvelle maison, loin de cette vieille demeure. Depuis, je n'ai plus vécu d'événements étranges, et l'atmosphère de notre nouvelle maison est bien plus légère.
Je pense que mon intérêt pour le paranormal, mes tentatives de communication avec des esprits et mes visites dans des cimetières a peut-être attiré des phénomènes indésirables. Un soir, en retournant récupérer des affaires dans l'ancienne maison, j'ai aperçu une silhouette sombre traverser la cour. Je suis parti sans me retourner, décidé à ne jamais y revenir. Cette histoire est absolument vraie, bien qu'il existe peut-être une explication rationnelle à laquelle je n'ai jamais pensé. Il y a environ 25 ans, je travaillais dans une maison de soins pour personnes âgées en tant qu'aide de nuit. Pendant mes 10 heures de service, j'étais seul, sauf pour une autre personne qui dormait au dernier étage. Elle n'intervenait que si quelqu'un décédait, tombait ou si j'avais besoin d'aide urgente. En dehors de ces situations, elle ne devait pas être dérangée. Le bâtiment lui-même était ancien, classé monument historique, et se trouvait dans un petit village isolé. Par le passé, il avait servi d'orphelinat pour enfants et de centre de convalescence pour soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un lieu agréable, où les résidents étaient très bien traités. Cependant, certaines nuits étaient étranges. En nettoyant l'un des salons, il m'arrivait de voir un homme grand et entièrement noir passer rapidement par l'ancienne porte principale, avant de traverser un mur moderne ajouté plus tard. La première fois, cela m'avait beaucoup troublé, mais après l'avoir vu 2 ou 3 fois, je me suis persuadé qu'il s'agissait d'une sorte d'empreinte du passé, rejouant un événement ancien. À d'autres moments, des objets bougeaient légèrement tout seuls. Une fois, un verre d'eau a glissé de plusieurs centimètres sur une table, me faisant presque bondir de peur. Une nuit, la veille de Noël, peu avant minuit, une résidente s'est aventurée dans le couloir. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir à cause des enfants qui faisaient du bruit. C'était une dame qui se perdait parfois dans ses pensées, alors je lui ai préparé un chocolat chaud et je l'ai installé confortablement dans le salon pendant que je repassais. Peu après, une sonnette d'appel a retenti. Une autre résidente m'a expliqué qu'elle était réveillée à cause des rires d'enfants. Cela m'a un peu troublé, mais j'ai fait le tour de l'établissement pour vérifier que tout allait bien. La plupart des résidents dormaient profondément. 5 ou 10 minutes plus tard, une troisième personne a sonné, me demandant de faire taire les enfants. À ce moment-là, j'étais sérieusement inquiète. J'ai décidé de refaire une vérification complète et de m'assurer qu'aucun téléviseur n'était allumé à l'étage. Mais alors que je me dirigeais vers l'escalier, une bille a roulé dans le couloir et s'est arrêtée à mes pieds. À cet instant, j'ai entendu distinctement des rires d'enfants, des éclats de rire presque étouffés. Le son était si clair que je me suis mise à courir dans sa direction, persuadé qu'il s'agissait de quelque chose ou de quelqu'un. Pourtant, je n'ai trouvé personne. Il était impossible que quelqu'un se soit enfui, les portes coupe-feu auraient claqué, et je les aurais entendues. J'ai fouillé tout le bâtiment, vérifié toutes les portes et fenêtres. Tout était verrouillé. Pas de télévision ni de radio allumée. Je suis allé jusqu'à la porte d'entrée et j'ai allumé les lumières extérieures, mais il n'y avait personne. En revenant à l'intérieur, j'ai dit à haute voix, « Très bien, ça suffit, donnez-moi un peu de répit, je suis déjà assez effrayé. » Et c'était vrai, mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à les calmer. Le reste de la nuit s'est déroulé sans autre incident. J'ai continué à travailler dans cet établissement pendant environ 1 an. Hormis quelques lumières qui s'éteignaient toutes seules, rien de plus remarquable ne s'est produit. Cependant, je garde encore la bille avec moi. C'est comme un souvenir tangible de cette étrange nuit. Je tiens aussi à préciser que je ne travaillais que 3 nuits par semaine, car j'avais un autre emploi. Bien que l'endroit fût agréable et les résidents adorables, aucun membre du personnel de nuit ne restait longtemps. La plupart partaient après 1 ou 2 nuits. Ce n'est que lorsque la loi a exigé la présence de 2 employés éveillés et actifs toute la nuit que les choses se sont stabilisées. C'était la veille de Noël 2011. J'avais 20 ans à l'époque, et je me trouvais avec un ami en voiture pour une balade nocturne. J'ai grandi dans une région rurale du nord-ouest du Pacifique, et c'est là que cette étrange expérience a eu lieu. Nous avions garé la voiture dans un champ bordé d'arbres, près de la baie d'une petite péninsule à la sortie de la ville. Devant nous, assez loin, il y avait un grand bâtiment et quelques maisons, séparés de nous par une ligne de chemin de fer et une rangée d'arbres.
Il était environ minuit, et dehors, il faisait complètement noir. Nous discutions depuis un moment, et je me souviens d'avoir regardé les lumières de son autoradio se refléter dans la vitre de la portière à côté de moi. C'est alors que quelque chose d'inattendu a attiré mon attention, une lumière vive qui venait d'apparaître, juste au-delà de la fenêtre. J'ai levé les yeux et regardé plus loin dans la ligne d'arbres. La meilleure façon de décrire ce que j'ai vu est de dire que cela ressemblait à une balle de soccer ou de basket trempée dans du kérosène, enflammée, et soulevée lentement au-dessus de la tête de quelqu'un se tenant sur les rails. Mais je n'ai vu personne l'allumer. C'était comme si la lumière s'était matérialisée à partir de rien, une boule de feu qui brillait intensément contre l'obscurité totale. Mon premier réflexe a été de penser qu'un vagabond avait allumé quelque chose sur les rails. Nous nous sommes immédiatement redressés, attentifs, pour évaluer si nous devions partir rapidement. Mais la boule de feu ne s'est pas arrêtée. Elle a continué de s'élever. Les flammes étaient sauvages, brûlant si fort qu'elles présentaient des reflets bleutés, signe qu'elles étaient extrêmement chaudes. Pire encore, elles semblaient dégoulinées, comme si des gouttes de feu tombaient au sol. Nous étions hypnotisés et terrifiés. La boule de feu s'est élevée de plus en plus haut, atteignant une hauteur que je qualifierais de gratte-ciel. Ce n'était pas encore dans le ciel, mais bien plus haut que tout bâtiment environnant, et pourtant, on pouvait encore distinguer sa forme. Puis, elle s'est mise à bouger. Elle a flotté lentement en diagonale, se dirigeant directement au-dessus de notre voiture. Paralysés par la peur, nous avons regardé à travers le toit ouvrant. La lumière était juste là, au-dessus de nous, et elle regardait. Cela semble absurde à écrire, mais c'est exactement ce que nous avons ressenti, elle nous observait. Des larmes ont commencé à couler silencieusement sur nos visages, sans que nous comprenions pourquoi. Nous ne pouvions pas parler ni bouger. Nous étions figés. Après ce qui a semblé être des minutes interminables, la boule de feu a lentement commencé à s'élever encore plus haut dans le ciel, avant de s'éloigner en direction de la côte. Mon ami a mis le moteur en marche, prêt à essayer de la suivre, mais je l'ai supplié de ne pas le faire. Nous sommes finalement rentrés chez lui, mais une étrange paranoïa s'est installée. Nous fermions toutes les fenêtres, abaissions les stores et verrouillions les portes. Nous ne savions pas pourquoi, mais nous ressentions un besoin urgent de nous protéger. Le lendemain, jour de Noël, je l'ai convaincu de revenir sur les lieux avec moi pour enquêter. Les rails étaient bordés d'arbres formant une sorte d'arche au-dessus de la voie ferrée. Nous avons tout inspecté, le sol, les arbres, l'air environnant. Mais il n'y avait rien. Pas de traces de brûlure, pas de cendres, pas d'odeur, rien qui aurait indiqué une flamme ou un accélérateur de feu. Peu de temps après, mon ami a commencé à montrer des signes inquiétants de troubles mentaux. Il me disait qu'il pensait que j'étais soit un ange, soit le diable, venu pour le juger et l'emporter au ciel ou en enfer. Il voyait des visages dans les nœuds du bois du plancher, se battait violemment avec les autres, et même, un jour, a pénétré chez moi pour y laisser des objets étranges. J'ai coupé tout contact avec lui, et il est maintenant en prison pour une agression grave. Je n'ai jamais reparlé de cet événement avec lui, et je ne le ferai probablement jamais. J'ai raconté cette histoire seulement à ma mère, à ma meilleure amie, et à mon mari. Ma meilleure amie, qui adore les récits paranormaux, m'a montré des discussions en ligne où des gens rapportent avoir vu des boules de feu dans le ciel, notamment à proximité de Seattle ou de Portland. Mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un décrivant ce que j'ai vu, une lumière qui se forme à partir du sol et monte. Je suis quelqu'un de rationnel et analytique, et c'est probablement pour cela que cette expérience me perturbe autant. Elle défie toute logique. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais quelque chose en moi sait que ce n'était pas naturel. C'était Noël 2008, et j'avais 8 ans. Ma famille vivait dans une grande maison victorienne depuis environ 4 ans. Ce Noël-là, toute la famille était venue célébrer avec nous, grands-parents, cousins, tantes et oncles. La soirée s'était déroulée de manière tout à fait civilisée, et tout le monde était reparti dans la soirée. Le lendemain matin, le jour du Boxing Day, nous avons commencé à ranger la maison après les festivités. À un moment donné, je me suis retrouvé à ramasser des confettis et des paillettes sur le sol. Je ne saurais pas dire pourquoi exactement j'étais par terre, mais c'est là que j'ai fait une découverte étrange, une dent d'adulte.
De ce que je me rappelle, ce n'était pas une molaire, mais une grande dent, bien trop grosse pour être la mienne. Mon premier réflexe a été de penser que j'avais perdu une dent, mais après vérification, il était évident que ce n'était pas le cas. Je l'ai montré à mes parents. Ils étaient surpris mais pas particulièrement alarmés. Leur première hypothèse, comme la mienne, était que j'avais perdu une dent sans m'en rendre compte. Mais très vite, cette idée a été écartée. Ensuite, nous avons supposé que la dent appartenait à l'un de mes cousins. Une de mes cousines portait une dent de devant factice, et nous avons pensé qu'elle avait peut-être eu un accident et n'avait pas osé en parler par gêne. Nous avons rangé la dent en nous disant que ça devait être cela. Mon père a finalement posé la question à ma cousine environ un mois plus tard. À notre grande surprise, elle a éclaté de rire et a catégoriquement nié que la dent était à elle. Elle trouvait même l'histoire hilarante et un peu étrange. En y repensant, si mon père lui avait demandé le jour même, nous aurions probablement été bien plus troublés par la situation. Mais à ce moment-là, cela ne nous paraissait pas si bizarre, nous avons simplement décidé que c'était une sorte de malentendu. Depuis, l'histoire est restée floue. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette dent. J'en ai reparlé à mes parents des années plus tard, et eux non plus ne se souviennent pas si c'était une vraie dent ou une prothèse. Mais ils se rappellent que cela s'est bien produit, ce n'est pas une invention d'enfant ou une anecdote déformée par le temps. Si cette dent appartenait à quelqu'un ayant vécu dans la maison avant nous, pourquoi ne l'avions-nous pas trouvée durant les 4 années précédentes? Et si c'était celle d'un membre de la famille présent ce soir-là, il aurait fallu que ce soit une dent de devant. Pourtant, personne n'a quitté la maison avec une dent manquante, ce qui aurait été impossible à cacher. C'est une énigme qui demeure entière, et plus j'y pense, plus je trouve cet événement étrange. J'ai aujourd'hui 37 ans, et je suis un homme. Mais à chaque Noël, je repense à une série de rêves que j'ai vécus lorsque j'étais enfant. Tout a commencé la veille de Noël, alors que j'avais 5 ans. Ce soir-là, je me suis endormi et j'ai fait le rêve le plus réaliste de ma vie. Dans ce rêve, ma maison était en feu. Tout était consumé par les flammes, et je savais, avec une certitude inexplicable, que tout le monde à l'intérieur était mort. Je devais fuir. Je me suis précipité dehors, traversant un véritable enfer de flammes et de bruits infernaux. Je suis sorti par l'arrière de la maison et me suis retrouvé au bout du jardin. Quand je me suis retourné pour regarder la maison, tout, absolument tout autour de moi, était en flammes. Chaque surface était dévorée par le feu. C'est alors que j'ai entendu un bruit effrayant, quelque chose d'impossible à décrire avec précision. Derrière la maison, une immense créature rouge avec des ailes est apparue. C'était un démon. Il s'est posé sur le toit, et je l'ai observé pendant quelques secondes. Ce n'était pas flou ou déformé comme dans certains rêves. Il semblait réel, dans les moindres détails, les rides sur sa peau, la sueur qui perlait, les grognements et les bruits sourds qui émanaient de lui. Il était d'une nature satanique. Je n'ai pas d'autre mot pour le décrire. Ce qui est étrange, c'est que j'ai grandi dans le nord de l'Angleterre, dans un foyer où la religion n'avait aucune place. À cet âge, je n'avais jamais vu de représentation semblable dans un livre, un film ou un dessin. Et pourtant, cet univers infernal, où tout ce que je connaissais était consumé par les flammes, s'était imposé à moi. À un moment donné, j'ai senti que ce démon allait se jeter sur moi. C'est alors que je me suis réveillé en sursaut. Je n'étais pas effrayé au point de crier ou d'appeler mes parents. Tout semblait irréel, comme si je n'arrivais pas à décider si ce que je venais de vivre était un rêve ou autre chose. Cependant, cette expérience m'a profondément marqué. J'y repensais souvent au moment de m'endormir, mais ce n'était jamais un souvenir apaisant. C'était perturbant. Les 3 années suivantes, chaque veille de Noël, je faisais exactement le même rêve. Chaque fois, j'étais plus conscient de ce qui allait se passer, comme si je connaissais déjà le scénario. Pourtant, je ne pouvais pas m'écarter de la séquence prévue. Les flammes me guidaient toujours vers le jardin, et le rêve se terminait de la même manière. Je me tournais pour voir le démon. À mesure que les années passaient, ce n'était plus une source de terreur. J'avais même commencé à attendre ce moment avec une sorte de fascination. Puis, l'année de mes 9 ans, à ma grande surprise, le rêve n'est pas revenu.
J'avais fini par l'accepter, d'une certaine manière, et il semblait qu'il n'était plus nécessaire qu'il se manifeste. Pourtant, quelque chose en moi avait changé. Ce rêve m'a façonné d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Mes goûts musicaux, par exemple, se sont orientés vers des sons lourds et sombres dès que j'en ai eu l'opportunité. En 1999, j'ai mis la main sur une copie pirate du premier album éponyme de Slipknot, et cela a complètement changé ma vision de la musique. À l'âge de 10 ans, je suis devenu obsédé par les images sombres et macabres. Le jour où j'ai vu une illustration représentant ce que j'avais aperçu dans mes rêves, j'ai été captivé. Depuis, j'ai développé un amour pour les images sataniques et les représentations extrêmes. Plus c'est intense, plus ça me plaît. Malgré tout cela, je ne suis absolument pas religieux. Je ne crois ni en Dieu, ni en Satan, ni en l'existence d'un enfer. Pour moi, ces images ne sont rien d'autre que de l'art. Elles ne portent aucune signification spirituelle ou morale, mais elles résonnent en moi sur le plan esthétique. Cependant, je suis convaincu que ces rêves, ces visions que j'ai acceptées dans mon enfance, ont profondément influencé mes intérêts et mes passions. Ce qui me perturbe encore aujourd'hui, c'est comment un enfant de 5 ans, sans aucune exposition à ce genre de concept ou d'imagerie, a pu imaginer quelque chose d'aussi intense et précis. Quoi qu'il en soit, ces rêves ont laissé une empreinte indélébile sur ma vie, et je ne peux m'empêcher de me demander d'où ils venaient. C'était le soir de Noël, probablement en 2012. J'avais environ 16 ou 17 ans, et ma mère et moi étions sur le chemin du retour après avoir passé la journée de Noël avec notre famille élargie à Londres. Nous vivions toutes les deux seules avec notre chien, Pika. Pendant le trajet, nous discutions de tout et de rien à propos de Noël, puis la conversation a dévié sur le Père Noël, avant d'évoquer d'autres personnages mythiques comme le lapin de Pâques et la fée des dents. Nous avons parlé un moment de mes dents de lait et d'un petit bocal dans lequel ma mère les avait conservées quand j'étais enfant. Je m'en souvenais très bien, un petit pot avec une fée bleue sur le couvercle. Cela m'avait marqué dans mon enfance, mais je ne l'avais pas vu depuis des années. La dernière fois que je l'avais aperçu, il était partiellement entouré de rubans adhésifs noirs, probablement pour éviter que le couvercle ne s'ouvre. Si je devais deviner, je dirais que c'était plusieurs années auparavant, sans doute lors de notre déménagement, autour de 2007, quand nous faisions nos cartons. Nous avons discuté de ce bocal, et ma mère m'a dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps non plus. Elle espérait qu'il n'avait pas été perdu pendant le déménagement. On a même ri en disant que c'était un peu dégoûtant qu'elle ait gardé toutes mes dents comme ça, quelque part dans la maison. La conversation a continué un moment, puis nous sommes passés à un autre sujet. Peu après, nous sommes arrivés à la maison. Nous avons franchi la porte et salué notre chien comme d'habitude. Ma mère est entrée dans la cuisine, et je l'ai suivie. Et là, sur le sol de la cuisine, se trouvait le petit bocal. Ouvert en deux. Avec toutes ces minuscules dents de lait éparpillées sur le sol. Ma première réaction a été de penser que ma mère me jouait un tour, bien que ce ne soit absolument pas son genre. Elle n'avait jamais fait de blague pareille de toute ma vie. Mais quand j'ai vu son visage, j'ai compris que ce n'était pas une plaisanterie. Elle était aussi choquée que moi. Elle s'est immédiatement mise à appeler tout le monde pour leur raconter ce qui venait de se passer, encore sous le choc. Notre chien, Pika, était déjà assez âgé à ce moment-là, environ 11 ans, et très calme. Elle ne fouillait jamais dans nos affaires, et de toute façon, cela aurait été difficile. La plupart des objets étaient rangés dans des tiroirs ou des placards qu'elle ne pouvait pas atteindre. C'est étrange, n'est-ce pas? Je n'ai toujours aucune explication pour ce qui s'est passé. Ma mère m'a raconté plusieurs histoires inexplicables qui lui étaient arrivées avant ma naissance. Bien que je n'ai jamais pensé qu'elle mentait, j'étais toujours un peu sceptique et pensais qu'elle avait peut-être manqué un détail qui expliquerait logiquement ses expériences. Mais ce soir-là, quand j'ai vu ce bocal avec mes propres yeux, j'ai pensé, oh, merde. Peut-être qu'elle a raison. Parce que, honnêtement, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui a pu se passer. C'était la veille de Noël en décembre 2015, et je me souviens encore de chaque détail comme si c'était hier. J'étais en voiture avec ma fiancée,
rentrant chez nous après une dispute. Je pouvais voir qu'elle était contrariée, alors j'ai décidé de m'arrêter dans un endroit au hasard pour qu'on puisse parler. Mais à peine avais-je immobilisé la voiture qu'elle est sortie sous la bruine, visiblement bouleversée. Je suis descendu pour aller la rejoindre et je me suis appuyé contre le coffre, essayant de trouver les mots justes pour apaiser la situation. C'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange, d'inexpliqué, m'est arrivé. Mon champ de vision entier, et peut-être même ma conscience tout entière, a été soudainement remplacé par une sorte de livre animé, retraçant toutes les fois où j'avais demandé à quelqu'un, que ce soit un ami, un parent, un pasteur, ou même à Dieu dans mes prières, une variation de la question « Comment sait-on ce que Dieu veut ?» C'étaient des souvenirs, peut-être une vingtaine ou une trentaine, distincts mais projetés simultanément. Je pouvais les voir en détail, comme si je les revivais, mais ils se déroulaient tous en même temps. C'était comme si ces souvenirs étaient empilés les uns sur les autres ou disposés en cercle, chaque moment se jouant dans son intégralité. En même temps, je restais conscient du moment présent, de moi, appuyé contre le coffre de la voiture. C'était comme si le temps se fragmentait et se superposait, chaque dimension fonctionnant indépendamment mais connectée. Puis, tout à coup, ce flipbook s'est évanoui et j'ai été transporté ailleurs. J'ai vu ma fiancée, agenouillée, pleurant intensément, les yeux tournés vers une lumière descendante en forme de cône. Tout autour d'elle, il y avait de la pluie fine ou du brouillard, mais le reste de la scène était plongé dans une obscurité totale. C'était d'une clarté saisissante, comme si je regardais une scène réelle. La lumière semblait provenir d'en haut, comme celle d'un réverbère perçant l'obscurité. Alors, j'ai entendu une voix. Pas une voix extérieure, mais une voix résonnant au plus profond de mon esprit. Elle semblait venir de l'intérieur de mon être, de l'autre côté de ma perception visuelle, mais elle était aussi nette qu'une voix externe. Elle a dit simplement, « C'est ce que je veux que tu fasses. » Puis, tout est redevenu normal. Je me suis retrouvé là, appuyé contre la voiture, et ma fiancée était toujours debout sous la bruine. Cette expérience m'a profondément marqué. Nous nous en souvenons tous les deux, chacun avec sa propre perspective. Pour elle, c'était une nuit chargée d'émotions où elle se sentait vulnérable et où nous avions finalement trouvé un terrain d'entente après la dispute. Pour moi, c'était bien plus, c'était une sorte de révélation. Les réflexions et les décisions que j'ai prises après cet événement ont largement influencé la manière dont j'ai vécu ma vie depuis. Cette vision m'a conduit à un examen profond de moi-même, de mes priorités, de la manière dont j'interagis avec les autres, et surtout de la manière dont je comprends la réalité et le sens de l'existence. Je n'ai jamais cessé de m'interroger sur ce qui s'est passé ce soir-là, à la fois sur le plan interprétatif, que signifiait cette vision, et sur le plan existentiel, qu'est-ce que cela révèle sur la nature de la conscience et de la réalité? Est-ce que cette expérience venait de moi, de mon subconscient, ou d'une force extérieure? Je ne peux pas répondre à ces questions avec certitude. Mais ce que je sais, c'est que cette nuit a changé quelque chose en moi, une prise de conscience que je porte encore aujourd'hui. C'était le 24 décembre 1987. Comme souvent à Noël, ma famille s'était rendue chez ma grande-tante à Wilmington, dans le Delaware. Son mari était décédé dans cette maison une vingtaine d'années auparavant. Après le dîner, mon frère et moi sommes montés à l'étage pour dormir dans l'une des chambres. J'ai pris le côté gauche du lit, celui qui était le plus proche de la porte. Ma grande-tante avait une règle stricte, elle détestait qu'on ferme les portes, et encore moins qu'on les verrouille, alors la porte était grande ouverte pendant que nous nous endormions. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, alerté par des bruits venant du toit. J'avais 7 ans, et bien que je commençais à ne plus croire au Père Noël, ces bruits ressemblaient vraiment à des pas. Est-ce que ça pouvait être lui? J'ai essayé de réveiller mon frère, mais il n'a pas bougé. Peu après, en me tournant vers la gauche, j'ai vu une silhouette dans l'encadrement de la porte. C'était une forme humaine, avec les bras tendus vers le cadre. Elle était entièrement noire, plus sombre que les ombres projetées dans le couloir. La seule personne de cette taille dans la maison était mon père. Pensant que c'était lui, j'ai chuchoté « Papa ». Pas de réponse. À ce moment-là, une peur viscérale a commencé à monter en moi. Je me suis concentré sur sa tête pour essayer de distinguer son visage. La seule chose que j'ai pu voir,
ce furent 2 points rouges lumineux là où auraient dû se trouver ses yeux. C'est là que j'ai compris que j'avais fait une grave erreur en parlant à voix haute. J'avais attiré son attention et lui avais montré que j'étais éveillé. Un sentiment de terreur pure m'a envahi. C'est une sensation que j'ai rarement ressentie avant ou depuis. J'ai tendu la main vers la droite pour essayer de réveiller mon frère. Encore une fois, il n'a pas bougé. J'étais seul face à cette chose, à moins d'1 mètre de moi. La seule chose qui m'est venue à l'esprit a été de me glisser sous les couvertures, de faire semblant de dormir, et de prier pour qu'elle ne m'ait pas remarqué. Plusieurs minutes ont passé avant que je n'ose jeter un coup d'œil sous la couverture. La silhouette avait disparu. 5 ans plus tard, alors que j'allais à l'école en voiture avec mon frère et ma mère, j'ai finalement eu le courage de leur parler de cette nuit-là. J'étais conscient que cela pouvait être le fruit de mon imagination, alors j'ai raconté l'histoire avec un ton léger, presque en plaisantant. Mais une fois mon récit terminé, ils sont restés silencieux pendant environ 2 minutes. L'atmosphère dans la voiture s'était soudain alourdie. Intrigué, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle ne disait rien. Elle s'est tournée vers moi, depuis le siège passager, et m'a répondu avec un calme glaçant. « Nous l'avons vu, nous aussi. » Cette phrase m'a fait frissonner et continue de me hanter à ce jour. C'était la veille de Noël, et mon fiancé et moi avions pris quelques verres. Nous étions légèrement alcoolisés, mais pas au point d'être désorientés ou maladroits. J'étais dans la salle de bain en train de me laver les mains lorsque j'ai entendu un cri étouffé suivi d'un bruit sourd juste devant la porte. Je suis sorti précipitamment pour voir ce qui se passait, et j'ai trouvé mon fiancé, visiblement secoué, appuyé contre le mur. Il m'a expliqué qu'il se dirigeait vers la cuisine lorsque, soudain, il a ressenti une force le pousser violemment contre le mur. En inspectant son torse, j'ai remarqué 4 longues marques rouges qui s'étendaient de son épaule gauche jusqu'à son aisselle droite. La peau n'était pas entaillée, mais les lignes étaient bien nettes. Il était effrayé, mais il a tenté de rationaliser la situation en suggérant qu'il avait peut-être perdu l'équilibre et s'était griffé lui-même en tombant. Pourtant, cela me semblait étrange, lorsqu'une personne tombe, ses bras cherchent instinctivement à s'agripper à quelque chose, pas à son propre corps. Troublé, j'ai pris des photos. Depuis peu, je documente les marques étranges qui apparaissent sur moi-même, des grilles rouges, des bleus inexpliqués, des marques en creux, et c'était la première fois que cela arrivait à mon fiancé. Mon fiancé a un historique étrange, une entité, qu'il décrivait comme une ombre, le suivait autrefois partout où il vivait. Elle semblait malveillante et s'acharnait à lui nuire. Depuis que nous sommes ensemble, il n'a plus vu cette ombre, mais son passé reste marqué par des événements troublants. Lors d'une expérience de mort imminente qui l'a conduit à l'hôpital, il a affirmé avoir vu des personnes décédées. Parmi elles, une femme qui se trouvait à l'hôpital au même moment, mais qui est morte le jour où il l'a vue. Il pense que les autres visages étaient des proches décédés ou des inconnus. Dans notre appartement précédent, des événements étranges survenaient fréquemment. Une nuit d'Halloween, notre caméra de sécurité a capturé des images où notre chat fixait un orbe lumineux, suivi d'un objet tombant du mur sans raison. D'autres incidents mineurs se produisaient, la caméra détectait des personnes alors qu'il n'y avait aucun mouvement ni présence visible. Mes vêtements disparaissaient et ne réapparaissaient jamais, tandis que mes bijoux refaisaient surface dans des endroits improbables. Des objets disparaissaient des étagères inaccessibles à nos chats, et des bruits étranges, comme des claquements ou des grincements, se faisaient entendre sur les fenêtres de notre appartement situé au 2e étage. Parfois, des sons aigus et des bourdonnements nous dérangent, et nos chats, sensibles, fixent des choses invisibles ou suivent des mouvements imperceptibles. La nourriture semble se détériorer beaucoup plus vite que la normale, et des désordres inexpliqués apparaissent, comme des objets tombés dans des endroits impossibles. Nous avons choisi d'ignorer la plupart de ces incidents, mais cette veille de Noël, quelque chose a changé. Le fait que cette force ait physiquement affecté mon fiancé, combiné à son passé et à nos expériences partagées, nous pousse à nous interroger. Ce sentiment d'être surveillé, de vivre avec une présence invisible, persiste et nous laisse dans une inquiétude sourde. C'était vers 20 h, après que tout le monde soit parti et que les restes du repas aient été rangés pour le lendemain.
j'avais décidé d'aller rendre visite à un ami dans le village voisin. Le trajet ne prenait qu'une dizaine de minutes en empruntant les petites routes, alors je me suis mis en route. Mon ami vivait dans une communauté privée construite autour d'un lac, une sorte de lotissement fermé, bien que les entrées soient accessibles après les heures normales grâce à 4 points d'accès privés. Les routes entourant le lac formaient une sorte de spirale, et les maisons situées à l'extérieur de cette spirale étaient espacées, souvent nichées dans les bois ou entourées de champs. Plus on s'approchait du lac, plus les maisons étaient rapprochées. L'endroit était sombre et calme, sans éclairage public, et la vitesse maximale autorisée était de 30 km/h, avec des ralentisseurs réguliers pour ralentir encore davantage. C'était une nuit douce, et j'avais entrouvert la fenêtre côté conducteur pour profiter de l'air frais. Étrangement, je roulais en silence, sans musique, ce qui ne me ressemblait pas. Je savourais peut-être le calme après une journée mouvementée. J'ai atteint un tronçon de route bordé de champs nus, avec des bois en retrait. Les maisons, si elles étaient là, devaient être cachées dans les arbres. C'est alors que j'ai remarqué ce qui semblait être quelqu'un marchant sur le bord opposé de la route, venant dans ma direction. Alors que ma voiture approchait, je me suis rendu compte que ce n'était pas une personne. La chose marchait sur 2 longues jambes, avec de longs bras pendants. Elle avait une allure forte et musclée, mais pas massive, avec une silhouette à la fois élancée et fine. Elle mesurait au moins 7 pieds de haut. Sa peau était de couleur claire, peut-être blanche, beige, jaune pâle ou grisâtre, et semblait texturée, pas lisse. Il n'y avait pas de fourrure visible, mais il y avait quelque chose qui semblait descendre de son dos, sans que je puisse comprendre de quoi il s'agissait. Son visage avait de petites caractéristiques, mais ce qui m'a frappé était sa mâchoire, large et proéminente. Sur sa tête, 2 formes pointues se dressaient vers le haut, avec quelque chose entre elles, comme des excroissances ou des membranes. Quand ma voiture s'est alignée à sa hauteur, j'ai détourné mon regard du pare-brise pour le fixer par la fenêtre côté conducteur. À cet instant, la créature a baissé la tête vers moi. Sa bouche s'est ouverte, et un cri extraordinaire s'en est échappé. Ce cri était terrifiant, un mélange simultané d'un hurlement aigu et strident et d'un grognement profond et guttural. Ces 2 sons se superposaient, formant une cacophonie impossible à oublier. Je n'ai pas ralenti. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de ressentir la peur ou le choc. Je suis resté figé, les mains sur le volant, et j'ai continué à rouler, dépassant même la maison de mon ami pour rentrer directement chez moi. Une fois à la maison, je l'ai appelé pour lui raconter ce qui venait de se passer, expliquant que je n'étais pas en état de m'arrêter chez lui. Je pense que l'adrénaline m'a porté jusqu'à ce que je sois en sécurité. Ce n'est qu'après que la réalité m'a frappé, et j'ai été submergé par le choc. Si ma fenêtre avait été complètement ouverte, je suis convaincu que cette chose aurait pu me toucher, ou pire, m'emmener. Je n'ai aucun doute là-dessus. À ce jour, je n'ai toujours pas trouvé d'explication à ce que j'ai vu. Était-ce une hallucination, une créature méconnue, ou quelque chose d'autre, d'encore plus inexplicable? Je ne sais pas. Mais chaque fois que j'y repense, je ressens encore ce frisson glacé, celui qui me rappelle à quel point j'ai été proche de quelque chose qui dépasse l'entendement. Mon grand-père souffrait de la maladie d'Alzheimer et il est décédé 2 jours avant Thanksgiving. Depuis, ma grand-mère vit seule, et ma mère passe beaucoup de temps chez elle pour lui tenir compagnie et l'aider dans la maison. Le jour de Noël, ma mère s'est rendue chez ma grand-mère pour l'accompagner à l'église avant que le reste de la famille n'arrive. Pendant que ma grand-mère se préparait, ma mère était dans la cuisine, sur son téléphone, en train de consulter Facebook. C'est alors qu'un vieux boîtier musical de Noël, rangé dans l'une des chambres, a commencé à jouer tout seul. C'était la toute dernière partie de la mélodie de Douce Nuit, Dors en paix divine. La boîte a joué cette phrase à une vitesse normale, puis s'est arrêtée avant de recommencer le morceau en boucle. Je suis plutôt sceptique, et je sais que les boîtes à musique peuvent se remettre en marche pour diverses raisons mécaniques. Cependant, le fait qu'elle ait joué uniquement cette ligne spécifique me pousse à croire que c'était peut-être un signe. Peut-être que mon grand-père voulait faire savoir à sa famille qu'il était en paix et qu'il ne souffrait plus. Je voulais partager cette histoire, car même si cela n'était qu'un mécanisme qui s'est débloqué, cela a apporté à ma mère un sentiment de paix et de soulagement à cet instant précis.
Peu importe la cause, ce moment était à la fois émouvant et légèrement troublant. Si j'avais été présent et que j'avais entendu cela, je suis sûr que cela m'aurait donné des frissons. J'ai vécu une expérience étrange et inoubliable durant l'hiver 2019. C'était la veille de Noël, et comme chaque année, j'ai suivi ma tradition, une marche solitaire après le dîner familial. Ce moment est pour moi une occasion de réfléchir à l'année écoulée et d'imaginer celle à venir. Mais cette fois-ci, mon cœur était lourd. Ma mère avait été diagnostiquée en novembre avec une tumeur maligne, et cette réalité pesait sur toutes mes pensées. Je suis parti en direction du sud, longeant une route rurale à l'extérieur de la ville. Ce n'est pas aussi loin que cela peut sembler, après seulement 20 minutes de marche, j'étais déjà entouré de champs. Le calme m'apaisait, offrant un répit à mon esprit tourmenté. Je suis passé devant mon repère habituel, un moulin à vent décoré de guirlandes lumineuses de Noël qui clignotaient doucement dans l'obscurité. Au-delà, les lumières de la ville se sont éteintes derrière moi. La lune n'était pas visible cette nuit-là, mais le ciel était rempli d'étoiles, un spectacle presque irréel. Environ 20 minutes après avoir dépassé le moulin, j'ai commencé à ressentir une sensation étrange dans ma tête, comme si de minuscules micro-organismes massaient doucement mon cerveau. Cela ressemblait à un pétrissage, presque affectueux, comme si quelque chose était à la fois retiré et ajouté. Simultanément, j'ai entendu un bruit de pulsation lente et profonde, et soudain, ma vue s'est brouillée. Je regardais un tout autre coin du ciel nocturne, comme si un morceau de la réalité avait été monté ou édité dans un film. Devant moi, sur la route sombre, une lueur verte est apparue. Elle était à peu près de ma taille, et en m'approchant, je distinguais une silhouette humaine. La partie centrale de la lumière bougeait. Plus je m'approchais, plus cette forme ressemblait à ma mère. Les traits étaient là, mais c'était comme une version idéalisée d'elle. Pourtant, je sentais que ce n'était pas elle. C'était quelqu'un ou quelque chose de complètement différent. Sa bouche s'est ouverte, mais au lieu de paroles, il n'y avait que ce son pulsant, le même que celui que j'entendais dans ma tête. Tandis que ce son résonnait, les traits de ce qui ressemblait à ma mère ont commencé à tourbillonner, comme un vortex, puis à s'étirer verticalement. Le silence de la nuit n'était brisé que par cette pulsation, qui devenait de plus en plus profonde, presque harmonisée avec celle dans mon esprit. Je suis tombé à genoux et j'ai regardé cet être s'étirer, ses bras tendus vers le ciel. La silhouette s'est affinée, s'est arquée, jusqu'à devenir une fine ligne qui a fini par disparaître dans le ciel. Quand je suis finalement rentré chez moi, tout le monde dormait. Je n'ai pas vu ma mère avant environ une semaine, peut-être le jour de l'an. Ce jour-là, elle semblait différente, plus optimiste que jamais. Elle parlait de l'année à venir, affirmant qu'elle ne laisserait jamais le cancer la définir ou la vaincre. Je n'ai rien mentionné de ce qui s'était passé la veille de Noël. À ce moment-là, je n'avais pas fait de lien entre les deux événements. Quelques semaines plus tard, ma mère a fait des tests de routine. Les résultats étaient normaux. Une IRM et un scanner ont suivi, et ils n'ont révélé aucune trace de la tumeur détectée en novembre. Ma mère a attribué cela au pouvoir de la pensée positive. Mon père, lui, est convaincu qu'il y a eu une erreur de diagnostic. Quant à moi, je continue d'entendre ce son pulsant de temps à autre, uniquement la nuit. Cela me fait peur. Je ne peux m'empêcher de me demander si un jour cette présence reviendra, et si je devrais payer d'une manière ou d'une autre pour ce cadeau mystérieux. Quand j'avais environ 7 ans, j'ai passé le jour de Noël chez ma tante et mon oncle, dans une région de Victoria, en Australie, appelée Spring Gully. Mes cousins avaient emmené leur petit chien, Bud, pour la journée. C'était un adorable petit chien que je n'avais jamais vu se montrer agressif. Il avait vécu à la fois en ville et à la campagne, donc il était habitué aux gens et aux animaux. Dans l'après-midi, après le déjeuner, j'ai décidé de l'emmener se promener jusqu'au club équestre qui se trouvait non loin de là. L'endroit où ils habitaient était entouré de forêts et de broussailles, et le club équestre se situait au début d'une zone très boisée, avec des sentiers de randonnée équestre qui s'enfonçaient dans le bush. Nous avons commencé à traverser une grande prairie ouverte en direction d'un des sentiers. Tout semblait normal, mais soudain,
j'ai ressenti une étrange sensation, comme si on m'observait. C'était une sensation intense, différente de tout ce que j'avais ressenti avant. J'ai ralenti le pas, et quand nous nous sommes approchés à environ 3 mètres de l'entrée du bush, Bud s'est arrêté net. Il refusait d'avancer, les pattes plantées dans le sol, et il semblait terrifié. C'est alors qu'un des buissons devant nous s'est mis à bouger. Les broussailles australiennes sont souvent très denses, et on ne peut pas toujours voir à travers. Bud a soudain perdu son calme, il montrait les dents, grognait et aboyait furieusement. J'étais pétrifié, incapable de bouger. Ce qui faisait bouger le buisson ne semblait pas plus grand que moi, mais je suis sûr d'avoir entendu un étrange bruit de cliquetis, très faible. Puis, brusquement, la chose a pris la fuite, courant plus loin dans le bush, et elle a disparu. Étant donné l'endroit, j'ai d'abord pensé que c'était peut-être un kangourou, ils sont partout dans cette région. Mais quand elle s'est éloignée, le bruit était clairement celui d'une course, pas d'un bond, et les kangourous ont un son de saut très distinctif. De plus, c'était extrêmement rapide, bien plus qu'un humain. Après cela, Bud s'est mis à courir vers la maison, et je l'ai suivi. Sur le chemin du retour, j'entendais les aboiements d'autres chiens autour de nous, et je ressentais une boule au ventre, un sentiment de malaise inexplicable. Une fois rentré à la maison, Bud était redevenu complètement normal. Je n'ai rien dit à personne, parce que je pensais qu'on me dirait simplement que c'était un promeneur ou un animal, et qu'on m'interdirait de retourner là-bas seul. Alors, je me suis tu. Ce qui est drôle, c'est que, 20 ans plus tard, je vis maintenant dans cette même région. Et quand je marche dans le bush, j'ai parfois cette même sensation étrange d'être observé. Mon petit ami, lui aussi, a entendu des bruits étranges venant de la forêt la nuit, qu'il a décrits comme ressemblant au son d'un térémine. C'était la veille de Noël 2019. Après une dispute alcoolisée, j'avais fini par passer 24 heures enfermé dans une cellule vide et silencieuse, le jour de Noël. J'étais encore en état de gueule de bois et, pour ne rien arranger, j'avais été roué de coups par la police pour avoir osé faire de l'exercice dans ma cellule. Dans cet état de misère absolue, après avoir passé des heures à fixer les murs nus, quelque chose d'étrange s'est produit, j'ai vu des faits. Je ne crois pas aux faits ni à rien de paranormal, et pourtant, elles étaient là, volant autour de ma cellule. De petites silhouettes féminines, dotées d'ailes de libellules. Elles ne parlaient pas, autant que je me souvienne. Elles se contentaient de voler dans la pièce, et je jouais avec elles. Elles étaient semi-transparentes, vêtues de couleurs vives, et je ne pouvais pas les toucher. Elles mesuraient environ une dizaine de centimètres, à peu près la longueur d'une main. J'ai décidé qu'elles étaient là pour me tenir compagnie et me préserver de la folie dans cet endroit solitaire. Elles n'ont duré qu'une minute ou deux avant de disparaître. Par la suite, je me suis convaincu qu'il ne s'agissait que d'un produit de mon esprit traumatisé et sous-stimulé, une hallucination née de l'ennui et de l'isolement d'une cellule conçue pour être désagréable. Je ne les ai plus revues jusqu'à ce matin, exactement 2 ans plus tard. Ce matin de Noël, je me suis réveillé avec les mêmes faits volants autour de ma chambre. J'en ai vu une clairement. Elle m'a souri et a tournoyé autour de moi, et je l'ai reconnue, comme une vieille amie. Dans ma confusion, j'ai appelé ma mère en lui disant que les faits étaient revenus. Elle a supposé que je rêvais encore, mais j'étais bel et bien éveillé. Dans ma région, le sud-ouest de l'Angleterre, les faits sont une croyance ancienne et répandue, profondément ancrée dans les traditions locales. Après cet événement en 2019, j'avais visité une prison hantée à proximité, et découvert qu'une vieille femme avait un jour réussi à s'évader de sa cellule sans explication plausible. Elle avait juré jusqu'à la fin de ses jours que des faits l'avaient aidée. Pourtant, pour moi, elles n'étaient que des fictions, quelque chose à quoi je n'avais jamais réellement réfléchi. Cela pourrait être lié à un traumatisme, car depuis cette nuit-là, chaque veille de Noël, je fais des cauchemars où je me vois fuir la police, comme je l'ai fait ce soir-là. J'essaie toujours de trouver des explications rationnelles, mais je dois admettre que je commence à croire aux faits. Et au fond, j'espère qu'elles reviendront me rendre visite. Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de dormir avec mes parents. Ils laissaient toujours la télévision allumée toute la nuit, ce qui faisait qu'il y avait toujours un peu de lumière,
même dans l'obscurité. Une nuit tardive, je me souviens très clairement être allongé entre eux, regardant la télé, quand mon regard s'est tourné vers la porte de la chambre. Dans l'embrasure de la porte se tenait un Père Noël classique, costume rouge, chapeau, barbe blanche, tout était là. Mais il y avait un détail troublant, il portait une hache de bûcheron sur son épaule. Il restait là, immobile, à me regarder fixement. À ce moment-là, j'étais assez grand pour essayer de rationaliser ce qui se passait. Je me suis dit que je devais sûrement faire un cauchemar. Alors, j'ai enfoui mon visage dans mon oreiller, me concentrant consciemment sur l'idée que je devais me réveiller, tout en vérifiant mentalement que je n'étais pas en train de dormir. Après avoir rassemblé mon courage, j'ai levé les yeux à nouveau. Il était toujours là. J'ai répété le processus plusieurs fois, enfouir mon visage dans l'oreiller, rassembler mes pensées, puis regarder à nouveau. À chaque fois, il était toujours debout dans l'embrasure de la porte, me fixant. Finalement, j'ai gardé mon visage enfoui dans l'oreiller jusqu'à ce que je m'endorme, terrifié. Le lendemain matin, je me suis réveillé comme si de rien n'était. J'ai continué ma journée sans rien dire, mais je n'ai jamais oublié cette expérience. Ce souvenir reste gravé dans ma mémoire, aussi vif que cette nuit-là. Je ne me souviens plus exactement de mon âge à l'époque, mais j'étais encore à la maternelle. Quand mon père venait me chercher, on s'arrêtait souvent dans un parc sur le chemin du retour. Pour donner un peu de contexte, mon père était, et est toujours, un homme formidable. Quand j'étais petit, vers cette même période, il créait des cartes au trésor pour moi. Il cachait de véritables petits trésors dans le parc pour que je les trouve. Revenons à l'histoire. Ce jour-là, nous étions dans le parc, comme d'habitude, et en marchant, nous sommes passés près d'une bouche d'égout d'où sortaient des vagues de vapeur, comme si un fourneau fonctionnait en dessous. Nous nous dirigions vers cette bouche d'égout, et je me souviens que mon père a dit « Regarde, c'est peut-être ici que le Père Noël prépare les cadeaux pour les enfants sages. » J'ai ri un peu, car à cette époque, je savais déjà que le Père Noël n'était pas réel. Mais, en passant à côté, j'ai regardé à travers les trous du couvercle, et j'ai vu un homme portant une étrange tête en forme de triangle. Tout s'est passé très vite. Je pouvais à peine voir à travers les trous et la vapeur, mais l'homme était assis à une table, et il semblait écrire quelque chose. Quand je l'ai vu, je me suis figé un instant. Mon esprit d'enfant était en ébullition, soit c'était un vrai elfe et mon père disait la vérité, soit mon père avait engagé quelqu'un pour que je le voie, comme il faisait avec ses trésors cachés. Je n'ai rien dit à mon père, et lui non plus n'a rien mentionné. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai raconté à ma grand-mère que j'avais vu un elfe de Noël dans le parc. Elle a ri et m'a répondu quelque chose comme « C'est génial ». Je savais qu'elle ne me croyait pas. Mon père riait aussi. Les jours suivants, j'ai continué à y penser, mais avec le temps, je me suis convaincu que mon père avait dû demander à un homme de se déguiser en elfe et de descendre dans l'égout pour me faire croire à la magie de Noël. Quelques années plus tard, je lui ai enfin posé la question. Il m'a répondu qu'il n'avait jamais fait une chose pareille, puis il m'a demandé plus de détails sur ce que j'avais vu. Je lui ai tout raconté, et il m'a dit que c'était probablement mon imagination d'enfant. Pourtant, je sais exactement ce que j'ai vu, et je m'en souviens très clairement, même aujourd'hui. Je suis retourné dans ce parc depuis pour inspecter l'endroit, mais beaucoup de choses ont changé. L'endroit n'est plus du tout le même, il n'y a plus de chemin de marche ni de bouche d'égout, juste une pelouse. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'au fil des années, chaque fois que je repense à cet homme, je commence à le comparer de plus en plus à moi-même. Je ne l'ai vu que brièvement, et de dos, mais je pouvais voir ses cheveux, leur couleur et leur texture, et il ressemblait exactement au mien. Même son dos, dans la posture, me rappelle certaines photos de moi en grandissant. Mais peut-être que je surinterprète les choses à force d'y réfléchir avec le temps. Voilà, c'est ma petite histoire. Que vous y croyez ou non, c'est la deuxième chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. Quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai vu quelque chose de vraiment étrange la veille de Noël. Cela remonte à de nombreuses années, mais je m'en souviens comme si c'était hier. À l'époque, je croyais encore au Père Noël, comme beaucoup d'enfants,
et j'éprouvais ce mélange d'anxiété et d'excitation en attendant qu'il dépose des cadeaux au pied du sapin. Après être allé au lit, j'avais du mal à m'endormir à cause de cette agitation propre aux fêtes. Finalement, je me suis assoupi jusqu'à ce que je sois réveillé par le bruit de pas légers dans ma chambre. J'ai tout de suite supposé qu'il s'agissait du Père Noël, et j'ai été pris de peur à l'idée de le voir. J'avais peur qu'il parte ou que sa magie cesse de fonctionner si je le surprenais. Alors, j'ai ouvert un œil, juste un tout petit peu, et j'ai vu une silhouette noire debout près de mon lit, me fixant. Cette silhouette était grande, probablement autour des 1,80 m, et complètement sombre. C'était comme si elle était plus noire que la nuit elle-même. Je ne voyais ni yeux, ni bouche, ni nez, mais je distinguais clairement le contour d'une tête, d'un corps, de bras et de jambes. Cela ressemblait à une personne, mais plus grande. Dans ma tête d'enfant, il était logique de penser que c'était le Père Noël. La silhouette est restée immobile, à cet endroit, pendant 10 ou 15 secondes. Puis elle a fait quelques pas en avant, se rapprochant de moi. Elle s'est légèrement penchée, restant à quelques mètres, et a de nouveau attendu 10 ou 15 secondes. Même sans visage visible, je savais qu'elle me regardait. C'est ce sentiment étrange qu'on ressent lorsqu'on sait qu'on est observé. J'ai refermé les yeux et attendu quelques minutes. Quand j'ai osé les rouvrir, elle avait disparu. À l'époque, je vivais dans une vieille maison, où les portes et les planchers grinçaient bruyamment. J'ai bien entendu les pas, mais je n'ai jamais entendu la porte s'ouvrir. Je n'ai plus jamais revu cette silhouette, bien que j'ai vécu d'autres expériences effrayantes dans cette maison. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma mère si elle avait entendu le Père Noël entrer dans ma chambre pendant la nuit. Elle a eu l'air confuse pendant une seconde, avant de faire semblant de jouer le jeu, pensant probablement que j'inventais cette histoire. Je sais que ce n'était pas une personne, et je sais que ce n'était pas un rêve. Je suis également conscient que les esprits ou les entités sont souvent attirés par une forte énergie ou excitation, et Noël est sans doute un moment idéal pour qu'un fantôme passe. À l'époque de cet événement, j'avais 4 ou 5 ans. Le soleil commençait à descendre, donc il devait être en fin d'après-midi. Ce souvenir reste gravé en moi, car il a influencé les choses que je dessinais en grandissant. Je me trouvais assis sur un grand rocher dans le jardin de mes grands-parents. Ce rocher avait été déplacé bien avant ma naissance pour aménager un grand bassin décoratif destiné à des poissons. À mon époque, ce bassin était rarement utilisé, sauf pour m'amuser. Mon grand-père venait de rentrer à l'intérieur, et je savais qu'il ne fallait pas aller jouer dans l'eau stagnante et sale. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit sur ma droite. Je me suis tourné et j'ai vu, à côté de la maison de mes grands-parents, le grand champ de leurs voisins. Je ne me souviens pas de la culture qu'ils y faisaient pousser, mais l'herbe haute laissait penser qu'il n'avait pas été utilisé depuis un moment. Debout dans l'herbe, il y avait une silhouette en position d'épouvantail, les bras tendus, le corps bien droit. Il portait un chapeau conique, et ses traits semblaient faits de bois. Son visage ressemblait à celui d'une citrouille sculptée pour Halloween, avec un trou pour le nez. Pourtant, il avait l'air vivant. Mais lorsqu'il a parlé, sa bouche n'a pas bougé. Je l'ai entendu directement dans ma tête, comme par télépathie. Il dégageait une sorte d'ambiance clownesque, ce qui ne m'a pas dérangé puisque mes 2 parents faisaient des animations déguisées en clown pour des événements caritatifs. Je dirais qu'il mesurait environ 1,80 m à 2 mètres, avec de larges épaules. Il portait des vêtements d'épouvantail, avec des patchs de couleurs vives sur un fond brun pâle et noir. Mais ce qu'il m'a dit et ce qui m'a marqué, et qui, des années plus tard, m'a fait penser que cette rencontre n'était peut-être pas aussi anodine que je l'avais cru. Il a agité sa main en bois, et j'ai entendu une voix dire « Bonjour, samedi sommes-nous toutes les couleurs ?» Je me souviens distinctement qu'il l'a dit sous forme de question, et j'ai répondu « Je ne m'appelle pas Sam, c'est Luc. » Je n'avais pas peur. Je me sentais calme et détendu jusqu'à la fin de la rencontre. Il a alors pointé sa main vers lui-même, a fait une légère révérence, puis a tendu la main vers le champ à côté de lui. Là, il a ouvert une porte. Cette porte n'était pas là avant, et elle n'était fixée à rien. À travers l'ouverture, je pouvais voir une pièce verte, avec des chaises en bois. Il m'a fait signe de venir avec lui.
Je me suis levé du rocher et je l'ai suivi à travers la porte. En passant, j'ai été enveloppé par une lumière éclatante, rouge et verte, comme des lumières de Noël. Elles étaient si intenses que j'ai dû fermer les yeux pour éviter d'être aveuglé, ou du moins, c'est ce que je croyais. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé sur le canapé de mes grands-parents. Il faisait nuit, et mes parents sont entrés précipitamment lorsque j'ai crié. Ils m'avaient retrouvé une demi-heure plus tôt, endormi au milieu du champ. Ils m'avaient cherché en m'appelant, mais je ne répondais pas. L'an dernier, j'ai découvert pour la première fois l'histoire de Sam, le clown de Sandown, et j'ai été frappé par les similitudes avec ma propre expérience. Depuis, je crois qu'il s'agissait peut-être de la même entité, ou d'une entité similaire. Contrairement aux enfants de l'île de Man, Sam n'a pas tenté de me duper. Sa voix n'était pas vraiment vocale. C'était comme un écho résonnant dans ma tête, plutôt que quelque chose entendu par mes oreilles. Je pense que la phrase complète qu'il m'a dite était « Bonjour, samedi sommes-nous toutes les couleurs. Skip, la lumière des étoiles. » Depuis, des détails de la pièce verte me reviennent parfois. Je me rappelle distinctement qu'il y avait 2 chaises en bois vide et 2 autres chaises occupées un peu plus loin. La porte semblait transparente, sans poignée. Je ne pouvais pas distinguer clairement les silhouettes assises sur les chaises, mais elles avaient la même allure que Sam, un chapeau, une forme de tête similaire, de longs bras et jambes. Pourtant, leurs traits étaient flous, comme si leur visage avait été brouillé pour cacher leur identité. Aussi étrange que cela puisse paraître, il existe des témoignages d'apparitions paranormales du Père Noël. Voici une histoire que m'a racontée un ami qui avait 5 ou 6 ans à l'époque de son expérience. Une autre personne m'a également partagé le récit de son ancienne voisine, une femme âgée, qui avait confié son histoire avec émotion. Elle racontait qu'une nuit, alors qu'elle marchait seule dans la neige à la campagne, elle avait entendu des clochettes de traîneau. En levant les yeux, elle avait vu dans le ciel un traîneau tiré par des rennes blancs. L'homme dans le traîneau ressemblait à un montagnard robuste, avec une longue barbe et un chapeau vert pointu, semblable à certaines représentations anciennes du Père Noël. Il tenait une baguette dans sa main. Est-ce une histoire vraie? Je l'ignore, mais de nombreux récits similaires parlent du Père Noël, souvent avec une touche étrange et inquiétante. Mon ami m'a alors raconté sa propre expérience. Ces histoires d'apparition du Père Noël m'intriguent, parce qu'une fois, quand j'avais environ 5 ou 6 ans, j'étais convaincu d'avoir vu le Père Noël voler dans le ciel. Je l'ai dit à ma mère. À l'époque, elle a joué le jeu, mais plus tard, quand j'étais adolescent et que j'en ai reparlé, elle m'a dit que ça devait être un avion. Pourtant, je sais que ce n'était pas un avion. Ça ne se déplaçait pas en ligne droite comme un avion, et il n'y avait pas les petites lumières clignotantes habituelles. Je m'en souviens encore clairement. Je regardais à travers la fenêtre de ma chambre, et dans le ciel nocturne, l'objet se déplaçait de haut en bas, presque en zigzag. Ça ressemblait exactement à l'image qu'on se fait du Père Noël dans son traîneau tiré par des rennes. Je l'ai même vu passer devant la lune, formant une silhouette classique, comme dans les contes. On ne pouvait le distinguer que grâce à la lumière de la lune. Ce n'était pas assez proche pour en voir les détails, comme les couleurs, mais on voyait clairement la forme d'un traîneau et de rennes glissant dans le ciel. Je m'étais réveillé vers 2 heures du matin, tellement excité à l'idée de Noël. J'étais allé discrètement dans le salon, et j'avais vu que le Père Noël était déjà passé, les cadeaux étaient sous le sapin, les chaussettes remplies. Je suis retourné me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir, trop impatient de réveiller mes parents au lever du jour. En attendant, allongé dans mon lit, je regardais par la fenêtre, et c'est là que je l'ai vu. Je rends visite à ma mère, qui habite une maison très ancienne, construite à la fin du XVIIe siècle. Parfois, je me réveille avec un étrange sentiment de tristesse, comme une ombre qui m'entoure. Un jeune homme est mort ici. Je ne sais pas exactement comment l'aider. Il ne dérange personne, mais il est toujours présent. En 1939, un prêtre avait tenté d'exorciser son esprit pour le chasser de la maison, mais cela n'a servi à rien. Il est encore là. J'ai écrit quelques lignes pour raconter son histoire, en espérant mieux comprendre. C'était en 1776.
Ce jeune garçon allemand se trouvait à des milliers de kilomètres de chez lui, dans un pays étranger froid. Il portait l'uniforme d'un soldat adulte, bien trop grand pour son frêle corps d'enfant. Ce garçon était un soldat essois, amené dans ce nouveau monde par les Britanniques pour combattre leur guerre. Il gisait dans les baraquements des troupes américaines, blessé, la poitrine transpercée par une profonde plaie. Le feu de la cheminée diffusait une chaleur fragile, effleurant à peine ses joues mouillées de larmes. À travers la douleur et la peur, il pensait à sa mère, à son foyer, à tout ce qu'il avait perdu en venant ici. Le jour de Noël, il s'éteignit, mais son histoire, elle, ne s'arrêta pas là. Depuis des siècles, son esprit tourmenté revient à cette cheminée, là où il a poussé son dernier souffle. Chaque Noël, il refait ce chemin avec une lueur d'espoir, retrouver ce qu'il a laissé derrière lui. Ce n'est pas un esprit malveillant, mais il est prisonnier d'un temps révolu. Des hommes ont tenté de le faire partir, de le libérer, mais rien n'y fait. Il reste, comme figé dans son dernier instant. Peut-être qu'un jour, ce garçon trouvera enfin le chemin du retour, vers sa maison, vers la paix qu'il mérite tant. Il y a 2 ans, ma famille s'est réunie pour célébrer Noël chez ma grand-mère, pour la première fois depuis le décès de mon arrière-grand-père. Même si l'ambiance était festive, il régnait une certaine tristesse. Il avait toujours été une figure centrale de nos réunions familiales, et son absence se faisait cruellement sentir. Quelques heures après le début de la soirée, mon oncle, connu pour son humour douteux et son goût prononcé pour provoquer, a commencé à plaisanter sur des petites habitudes que mon arrière-grand-père avait. Au début, c'était léger, presque affectueux, mais comme à son habitude, il a poussé les choses trop loin. Il s'est mis à se moquer de façon assez cruelle, notamment sur le fait qu'à la fin de sa vie, il avait du mal à mâcher ses aliments. Oui, c'était affreux, mais c'est bien le genre de mon oncle de ne pas savoir s'arrêter. Et là, juste après qu'il ait prononcé cette remarque, il s'est passé quelque chose d'incroyable, quelque chose que je n'oublierai jamais. Dans le salon où nous étions tous réunis, il y a une bibliothèque appartenant à ma grand-mère. L'une des étagères, la deuxième en partant du haut, est presque comme un petit sanctuaire dédié à mon arrière-grand-père. On y trouve des photos de lui, sa pipe et d'autres souvenirs. Eh bien, tout ce qui se trouvait sur cette étagère a volé à travers la pièce, littéralement projeté sur le sol, comme si quelqu'un les avait lancés. Le plus étrange, c'est que les autres étagères, pourtant chargées d'objets elles aussi, n'ont pas bougé d'1 millimètre. Juste celle qui lui était dédiée. Aucun de nous ne se trouvait près de la bibliothèque, il n'y avait pas de fenêtres ouvertes, ni de courant d'air. Autant dire que mon oncle, qui n'a pourtant pas froid aux yeux, a été terrifié. Il a quitté la pièce en courant, complètement paniqué, tandis que le reste de la famille restait figé, incapable de dire un mot. Je n'ai aucune explication rationnelle pour ce qui s'est passé ce soir-là. Mais nous aimons croire que c'était une manière pour mon arrière-grand-père de donner une dernière leçon à mon oncle, un rappel qu'il fallait se montrer respectueux, même dans l'humour. C'était la veille de Noël en 1990, une soirée que je n'oublierai jamais. Comme chaque année, à cause de l'emplacement de la porte menant au grenier dans ma chambre, je passais la nuit de Noël dans la chambre de mon frère. Trop excité à l'idée de découvrir les cadeaux que le Père Noël m'avait apportés, je me suis endormi rapidement. Au milieu de la nuit, un bruit m'a réveillé. C'était la porte du placard dans la chambre de mon frère qui s'ouvrait. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu, un homme grand, vêtu de vêtements sombres, qui marchait tranquillement devant moi. Ce qui aurait dû me terrifier ne l'a pas fait. Au contraire, je me sentais étrangement calme, presque à l'aise, comme si je le connaissais. Pourtant, c'était la première fois que je voyais cet homme. Il a traversé la pièce en direction de la porte qui menait au palier à l'étage, connectant nos 2 chambres et la salle de bain. Poussé par la curiosité, je me suis levé en hâte pour le suivre. Mais arrivé sur le palier, il n'était plus là. J'ai vérifié la salle de bain, puis ma propre chambre, mais il n'y avait personne. C'est alors que j'ai entendu un bruit venant d'en bas. Je me suis penché au-dessus de la rambarde pour jeter un coup d'œil vers le salon, plongé dans l'obscurité. À la lumière tamisée des guirlandes lumineuses du sapin,
j'ai aperçu les cadeaux de Noël déposés sous l'arbre. Excité, j'ai pensé que j'avais presque surpris le Père Noël. Ne tenant plus en place, j'ai réveillé mon frère et, comme deux enfants impatients un matin de Noël, nous avons couru en bas et réveillé nos parents pour découvrir nos cadeaux. Ce n'est que quelques jours plus tard que le souvenir de ce qui m'avait réveillé cette nuit-là m'est revenu en mémoire. Il m'a fallu des années avant d'en parler à qui que ce soit. Un jour, en discutant avec ma mère de fantômes et d'histoires paranormales, je lui ai raconté cette nuit de Noël 1990. Quand j'ai décrit l'homme que j'avais vu, elle a souri. Elle est allée chercher une vieille photo en noir et blanc, légèrement jaunie par le temps. Sur cette photo, un homme se tenait à côté d'un cheval et d'une charrue. C'était lui, l'homme que j'avais vu cette nuit-là. Ma mère m'a alors révélé que tout le monde dans la famille avait déjà vu cet homme à un moment ou un autre, mais qu'il n'avait jamais rien dit pour ne pas m'effrayer, car j'étais trop jeune. L'homme sur la photo, c'était mon arrière-grand-père, le grand-père de ma mère. Il était décédé bien avant ma naissance, et celle de mon frère. C'était ma toute première expérience paranormale, et elle concernait un membre de ma propre famille. Cela expliquait pourquoi je n'avais pas ressenti la moindre peur. Aujourd'hui, à 36 ans, 28 ans après cette nuit-là, je me souviens encore de chaque détail comme si c'était hier. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.